Plongeons dans le monde captivant du travail social. Expose ton travail social est un balado francophone international qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, mon invité, Jorane Legal, assistante de service social diplômée d'État français, va porter un regard sur la profession d'assistante de service social à travers mes questions. Si jamais vous voulez en savoir plus sur Jorane, je vous invite à écouter l'épisode numéro 3 qui porte sur mieux comprendre le travail social en France. Alors maintenant, je nous lance tout de suite dans la première question. Jorane, en France, pourquoi on va voir une assistante de service social ? En France, encore aujourd'hui, ce qui se passe, souvent les personnes, quand elles se présentent aux assistants de service social, elles sont ce qu'on appelle un peu en difficulté, c'est-à-dire elles ont des difficultés. Alors en France, il y a des enjeux importants en matière d'accès aux droits, par exemple, plein de droits qui leur manquent, qu'elles n'ont pas pu faire valoir pour plein de raisons, en particulier par exemple la dématérialisation. Et donc, les assistants sociaux vont essayer de travailler, de les accompagner sur ces parties-là, pour un petit peu rétablir un peu l'équilibre financier des situations que les personnes vivent. Alors, je trouve ça intéressant que tu parles de rétablir un équilibre financier. Justement, il y a souvent un préjugé avec les assistantes et assistants de service social, c'est on va la voir pour obtenir une aide financière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? C'est le paradoxe des aides financières. Enfin, on dit aux gens d'aller voir l'assistante sociale qui va leur trouver de l'argent, mais on ne trouve pas d'argent. Moi, je n'ai pas de carnet de chèques dans mon bureau ou de clé de logement. À un moment donné, on travaille avec les gens sur ce qu'ils souhaitent. Et on peut arriver, par exemple, à faire de l'accompagnement social, de service social, sans distribuer comme ça des aides financières sans cesse, sans devoir... c'est des dossiers extrêmement coûteux en temps, pour récupérer parfois une centaine d'euros qui ne résolvent absolument rien aux situations, qui sont faits des pansements sur des jambes de bois, et plutôt que de réfléchir à la question de qu'est-ce qui se passe là, pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là, et où on va maintenant. Et bien sûr, l'aide financière, elle peut, à un moment donné, s'inscrire, elle peut être utile dans un vrai outil, mais souvent, les professionnels, par exemple, assistants de service social, leur hiérarchie qualifie la qualité de leur travail au nombre d'aides financières qu'ils ont pu faire, alors que c'est l'inverse. Il faudrait évaluer presque la qualité du travail, si tant est qu'il soit évaluable, au nombre d'aides financières qu'ils n'ont pas fait. Parce que ça, c'est un vrai exploit, et ça demande une vraie technicité. Justement, en fait, ce que tu mentionnes à travers l'accès aux droits ou l'aide financière, c'est parfois en fait la porte d'entrée des personnes pour venir rencontrer l'assistant ou l'assistante de service social en France particulièrement. Et est-ce que toi, tu aurais une autre expérience à nous partager sur tes accompagnements sociaux ? Moi, je travaille par exemple en psychiatrie, et donc j'ai la chance de travailler avec des gens avec qui on peut parler pendant des heures de ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont envie de faire, et on peut se concentrer sur autre chose que de l'accès aux droits, et donc travailler ce que moi j'appelle une clinique psychosociale avec leurs paradoxes, avec leurs ambivalences. Alors, c'est souvent sur les questions d'enjeux liés au travail, et ils me disent, bon, et si j'y arrive pas ? Et je dis, si vous n'y arrivez pas, nous, notre relation à nous sera préservée. Et donc, ça leur permet d'aller vers quelque chose qu'ils disent avoir envie de faire, comme par exemple travailler en milieu ordinaire, en milieu protégé, en ayant peut-être un peu moins peur que cette relation soit conditionnée à la réussite ou à l'échec de leur projet. Et donc, ça permet un peu plus de liberté. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la pratique qui m'est permise au sein de l'hôpital, c'est le fait qu'on n'a pas d'objectif à réaliser, en tout cas pas du côté de ce que peuvent réussir ou pas les personnes, et on est vraiment sur un objectif d'accompagnement un peu cousu main, un peu sur mesure, où on a de l'espace pour cheminer ensemble. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis, dans ton explication, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais que tu reviennes. Qu'est-ce que tu entends par « je travaille avec le paradoxe » ou les paradoxes que peuvent vivre les personnes ?
Par paradoxe, j'entends par exemple qu'on vit dans une société où le travail est une valeur extrêmement importante. On dit aux gens il faut travailler, etc. C'est un petit peu la norme, l'assignation. Et moi, je travaille avec des gens qui sont parfois dans une incapacité de travailler pour des raisons de santé, mais qui disent vouloir travailler. Et parfois, les paradoxes des personnes, c'est cette manière qu'ils peuvent avoir, mais qu'on peut tous avoir, de mettre méthodiquement un projet en échec. Parce qu'on n'y arrive pas, et qu'on n'arrive pas non plus à dire qu'on n'y arrive pas. Il y a une illustration très commune qui est que quand on va pour passer un examen ou un concours, il y a une partie de soi parfois, on s'en rend compte, qui a très envie de réussir, et puis en même temps qui a peur de réussir. Parce que parfois, réussir, ça fait plus peur qu'échouer, paradoxalement. Et moi, je travaille avec des gens, par exemple, qui ont pour habitude d'échouer. Voilà. Et donc réussir, c'est très difficile pour eux. Donc il faut retravailler ça pour leur dire que c'est pas grave de réussir, ça ne va pas conditionner, par exemple, la fin de la relation que j'ai avec elle, parce que travailler, ça n'empêchera pas, par exemple, qu'on continue à se voir. Alors qu'il y a beaucoup de dispositifs comme ça dans le service social ou dans le travail social en général, qui vont faire qu'une fois que les personnes vont avoir réussi quelque chose, ils vont être privés de la relation à l'autre. Et donc ça, c'est souvent, dans les réflexions qu'on peut avoir entre professionnels, on voit souvent apparaître ces paradoxes-là. C'est-à-dire que obtenir un logement quand on est en situation de vulnérabilité, c'est prendre le risque que la personne qui accompagne les démarches qui sont un petit peu liées au mal logement, eh bien, on ne puisse plus être en contact avec elle. Réussir quand on est accompagné par quelqu'un qui est en charge un petit peu de mener avec vous des démarches d'insertion professionnelle, eh ben, s'insérer, entre guillemets, c'est prendre le risque de plus avoir accès non plus à cette relation d'aide qui peut être extrêmement singulière, qui peut être une grande ressource avec des personnes qui sont parfois un petit peu isolées dans leur vie, qui ont peu de contact avec autrui, et là qui ont tout à coup accès à un espace de compréhension qui est extrêmement riche. Bah alors, c'est très bien expliqué, au moins on comprend bien mieux. Maintenant, j'aimerais qu'on plonge un peu dans les méthodes d'intervention en service social. Quelles sont-elles ? Je sais qu'on peut en distinguer 4. La première, c'est une approche qu'on appelle individuelle. C'est un petit peu l'image qu'on a des assistants sociaux dans leur bureau qui reçoivent une personne à la fois et les autres attendent dans la salle d'attente. On en a souvent un deuxième qui est l'intervention auprès des couples et des familles. Et puis, une modalité d'intervention un peu différente, la dimension plus collective en général. Donc déjà, on peut faire des groupes, par exemple un groupe de parole. J'anime en ce moment un groupe qui parle du travail. Donc on se parle de qu'est-ce que ça veut dire pour soi le travail, et puis tout le monde peut parler de ce qu'il veut. Voilà, donc ça c'est un format de groupe. Et puis enfin, du coup, c'est l'approche avec les communautés. Alors en France, on ne dit pas communauté, parce qu'on a une vision très universaliste de la chose. Quelques collectifs qui réalisent du travail social communautaire, mais c'est assez rare, assez mal financé parce que c'est un petit peu compliqué d'obtenir des fonds publics pour réaliser ce type d'action, mais pour autant, c'est des actions, par exemple, à Grenoble qui fonctionnent, notamment, par exemple, dans une communauté d'habitants qui souhaitaient des travaux d'isolation auprès de leur bailleur social et qui ont pu aller auprès du bailleur pour plaider un petit peu leur cause, que ça n'allait pas, qu'ils avaient froid. Et donc ça, c'est tout le travail qu'il y a autour, d'accompagner pour faire que ça puisse se nommer et s'exprimer dans le champ citoyen et politique. Super, alors pour résumer très brièvement, il y a 4 méthodes d'intervention individuelle, celle avec les familles et les couples, l'intervention de groupe et l'intervention collective ou communautaire, dépendamment comment on l'appelle. Maintenant, plus concrètement, en plus de ces méthodes d'intervention, comment on peut distinguer le service social à travers le travail social français ? Globalement, ce qui fait le service social, c'est qu'il essaye d'intégrer les personnes et leur environnement social dans le champ plus général des politiques sociales pour essayer que ça se parle mieux, que ça arrive à mieux fonctionner ensemble. Pour moi, les pratiques du service social, elles sont au fond éminemment politiques. Et donc, quand on dit améliorer les conditions de vie, d'accord, comment ? Est-ce qu'on dit, on met n'importe quel toit sur la tête des gens, ou est-ce qu'on se dit, aidons les gens à obtenir un toit ? C'est deux approches très différentes. Moi, je suis pas maçon. Donc, à un moment donné, c'est comment on va situer soi-même, la personne, dans un champ
qui est complexe, c'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir l'appréhender. Les assistants sociaux, par exemple, sont quand même de très très bons lecteurs des politiques sociales, de leurs enjeux, de leurs paradoxes, et aussi de toutes leurs imperfections, parce que c'est comme ça, les politiques sont toujours un petit peu imparfaites, et les assistants sociaux, ils sont toujours un petit peu dans les interstices, en tout cas, ils accompagnent toujours les personnes qui sont un petit peu dans les interstices des politiques sociales. Ce que je comprends ou que j'interprète à travers ton explication, c'est que les valeurs profondes des assistants et assistantes de service social, elles sont vraiment liées à des valeurs telles que la justice sociale ou la défense des droits. Puis la défense des droits peut se mettre à l'œuvre en fait grâce aux politiques sociales parfois. Oui, les assistants sociaux sont quand même très axés sur la défense des droits, mais avec un glissement ces dernières années où il y a une confusion entre la défense des droits et l'accès aux droits, et ils sont souvent mis en position d'accès aux droits aujourd'hui. Alors qu'en réalité, la défense des droits, c'est pas que l'accès aux droits. Souvent, on pense à l'accès aux droits au sens des dispositifs, c'est-à-dire est-ce qu'il a bien le RSA, est-ce que la personne elle a pas de logement, est-ce qu'elle a fait un DALO, etc. Or ça, c'est des questions de dispositifs. Ça n'est pas la question d'avoir un toit, de disposer d'un toit, d'être en sécurité au travers d'un toit, parce qu'on n'a pas besoin d'un toit pour avoir un toit. On peut vivre de façon très différente, dans une caravane, dans un mobil-home, et se sentir très, très chez soi, en fait, et être en sécurité chez soi. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de comment on adapte pour chaque personne sa manière de vivre, sa manière de son parcours, etc. Comment on va faire en sorte qu'elle se sente bien. Moi, je travaille avec des gens, c'est impossible pour eux de vivre entre quatre murs. Enfin, je veux dire, c'est une prison pour eux. Donc, c'est comment on va travailler avec chaque personne pour dire, alors, de quoi vous avez besoin, vous ? Et si ça n'existe pas, peut-être on peut le créer. Et je trouve que dans le service social français, aujourd'hui, ce qui manque un petit peu, si je devais faire une proposition d'amélioration, c'est par exemple une meilleure articulation avec la question du politique. On se sert assez, les professionnels se servent assez peu du levier alors ne serait-ce que de s'adresser aux politiques. C'est pas forcément d'aller en faire, on peut en faire aussi bien sûr, mais on en fait dans le quotidien de la pratique, mais peut-être ça peut être aussi de s'adresser aux politiques pour changer pour une politique sociale ou pour en créer une de nouvelle, de façon à pouvoir avancer sur un certain nombre de situations qui seront peut-être un peu similaires les unes les autres, et pour offrir de nouveaux services aux personnes, aux habitants, aux citoyens, etc. Passons à une des questions phares du balado qui a vraiment l'intention de faire rayonner le travail social et en l'occurrence le service social. Tu me mentionnais un petit peu hors antenne, hors enregistrement, que pour toi, il y avait 2 raisons qui faisaient que le travail social en France n'était peut-être pas assez visible. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta pensée ? Je pense qu'il n'est pas visible, notamment sur 2 champs, le champ médiatique et le champ politique. Et le message qu'il a envie de délivrer, c'est le message de ce que les personnes ont à dire. Et les professionnels assistants de service social, ils accompagnent, mais du coup, ils ne se substituent pas aux gens. À la fois, on leur apprend à s'intéresser aux gens, c'est-à-dire qu'on présume pas des gens selon leur couleur de peau, selon leur pays de naissance, selon leur nationalité, etc. On s'intéresse à la singularité, donc on va à la rencontre. Donc déjà, ça empêche toutes les formes de généralisation, normalement, qui font qu'on peut, comme globaliser, etc. Et du coup, ils s'interdisent complètement de parler à la place des gens, des situations qu'ils vivent. Et donc, c'est comment on accompagne la personne à prendre la parole, sachant que la sphère médiatique est très peu ouverte, ou politique, est très peu ouverte aux personnes en situation de fragilité, en personnes en difficulté, aux marges, etc. Et donc, je pense que ce travail de visibilisation du champ, en fait, il est compliqué, il est rendu compliqué par cette difficulté à communiquer à la place des gens et à parler à leur place. Les professionnels n'ont que des choses dans le détail, dans le cousu humain, à faire valoir, et ça empêche un petit peu le service social de percer, entre guillemets, dans ces 2 espaces, médiatiques et politiques. Alors j'ai l'impression que ce que tu mentionnes, c'est un petit peu la réalité dans beaucoup de pays concernant le travail social ou le service social. Est-ce que toi, tu aurais une idée ou des propositions, des choses qu'on pourrait mettre en avant pour laisser la place aux personnes de s'exprimer, par exemple ? Bon, pour faire une proposition, moi je travaille des écrits coécrits, c'est-à-dire les personnes écrivent quelque chose
qui leur ressemble, ou j'écris quelque chose qui ressemble à ce qu'un service social, ce qu'un assistant de service social pourrait écrire sur eux. Et puis, on va faire les choses en même temps. Alors, je pratique par exemple beaucoup la co-signature. J'écris des choses très sérieuses sur eux. On le lit ensemble, on le travaille ensemble. C'est des écrits qu'on travaille ensemble. Ils sont toujours très impressionnés par la manière dont leur vie est formulée en d'autres termes. Alors, souvent des termes un peu techniques, un peu bureaucratiques, mais du coup, assez valorisants aussi. Et donc tout ça fait qu'ils existent dans un champ qui est un peu différent de la manière dont ils se racontent eux-mêmes. Mais ça, moi, je m'en sers vraiment comme un outil qui me permet à moi de les raconter, mais avec eux. Et puis ensuite, ils peuvent travailler quelque chose qui leur appartient à eux. Et moi, je peux les aider à formuler ça. Et souvent, du coup, on fait tout ça en même temps. Et comme ça, à la fin, on a 2 écrits qui viennent d'eux, qui viennent de moi aussi. Mais c'est eux qui signent, qui co-signent, etc. Moi, je dis souvent aux personnes, vous ressortez avec les choses, ça vous appartient, c'est à vous, et c'est pas à moi, dans des antichambres dont vous ne savez rien, c'est des choses qu'on va faire tous ensemble. Et voilà. Et je pense que ça peut être un outil, on est quand même un certain nombre de professionnels à pratiquer comme ça, ça peut être vraiment des outils qui sont porteurs, plutôt que de dire aux gens, pour raconter un petit peu comment ça peut parfois se passer, où on dit aux gens, tenez, on leur tend une feuille blanche, on leur dit signez en bas, on fera la demande et on enverra la demande. Voilà. Et ça, c'est pas pour moi du service social. C'est autre chose. Voilà. Chacun fait ce qu'il peut, chacun fait comme il veut, mais ça, c'est pas du service social. Ça se travaille pas avec les gens. Voilà. Et ça, je pense que ça les aide à exister dans le champ politique, notamment quand, au lieu d'avoir un écrit qui va s'adresser à on ne sait pas qui, une commission d'aide financière, on change et on dit on va l'adresser aux députés. Voilà, parce que là, on travaille avec les gens, l'institution, la politisation, etc. Et ça peut être un outil comme un autre pour politiser et médiatiser le service social et tout au moins la parole des personnes que les professionnels accompagnent. Merci beaucoup. Alors, pour terminer sur cet épisode qui concerne les assistants et assistantes de service social en France, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure ? Je dis souvent aux professionnels ou aux futurs professionnels ou aux candidats, rejoignez au moins un collectif, n'importe quoi, une organisation constituée. Alors, il y a l'ANAS, l'Association nationale des assistants de service social, qui est un peu le phare dans tout ça, mais il y a plein d'organisations. En tout cas, continuez à réfléchir, à vous questionner, à interroger les choses, parce que c'est ça, la profession, elle se nourrit de tout ça. Et donc, si vous souhaitez rejoindre l'ANAS à ce titre-là, super. Mais s'il y a d'autres collectifs qui vous intéressent, ou même que vous voulez lancer le vôtre, lancez-le. La profession est tellement riche de cette capacité à se structurer que vous ferez du bien autour de vous, vous ferez du bien à vous et vous ferez du bien autour de vous. Et ça, c'est vraiment essentiel. À travers la fin de ton message de conclusion, j'entends aussi prenez soin de vous professionnellement, et se prendre soin, il peut aussi passer par le collectif. Alors merci beaucoup Joran pour ta participation à ce 2e épisode pour le podcast Expose ton travail social. Pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.